Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. À la une de cette 76e édition de votre podcast en français sur la justice fiscale en Afrique et dans le monde, nous allons revenir sur le cycle des négociations de la convention fiscale en vue d'une coopération plus juste, plus inclusive sous l'égide des Nations Unies qui s'est déroulée à Nairobi en novembre 2025 au Kenya. Un invité, Riyad Selmani, il est responsable du plaidoyer pour la justice fiscale chez CCFD Terre Solidaire. C'est une ONG basée en France. Avec lui, nous allons revenir, comme nous l'avions promis, sur des questions complexes, techniques, qui sont prises en compte dans le cadre de ces discussions et qui vont se poursuivre dès le prochain tour de négociations en février, certainement à New York. A tout de suite pour les détails. Madame, Messieurs, bonjour pour cette 76e édition de notre podcast, votre podcast en français consacré à la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Nous allons plonger au cœur de ce que j'appelle un bras de fer diplomatique, mais aussi un bras de fer des négociations avec la société civile qui, normalement, devrait redessiner les équilibres mondiaux en matière de droits d'imposition et de cadres de coopération fiscale beaucoup plus inclusifs. Vous l'aurez bien deviné, il s'agit de la Convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale qui est en cours des négociations. Depuis quelques années déjà, les règles du jeu fiscal sont édictées, élaborées par l'Organisation pour la coopération et le développement économique pour le compte du club des 20 pays les plus riches du monde, le G20. Aujourd'hui, depuis quelque temps, on discute dans le cadre des Nations Unies. Nairobi au Kenya était une étape essentielle et l'enjeu est très important. Selon le dernier rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, produit par Tax Justice Network, au moins 500 milliards de dollars de recettes fiscales échappent chaque année aux caisses des États. L'Afrique est le continent qui paye le plus lourd tribut en termes d'impact. Pour parler de ces détails techniques, nous recevons Riyad Selmani. Il est responsable du plaidoyer justice fiscale auprès de l'ONG CCFD Terre Solidaire. C'est une ONG qui est basée en France. Avec lui, nous allons décrypter pourquoi la fiscalité n'est pas qu'une affaire de techniciens. C'est ce qu'on nous fait croire, qu'il faut être très fort pour parler fiscalité, mais non. Riyad Selmani, qui n'est pas non plus quelqu'un de réflexion simple, c'est quelqu'un d'assez intelligent, mais il va nous décrypter ça avec beaucoup de simplicité et nous parlerons de la taxation unitaire, le reporting pays par pays et d'autres éléments comme étant le rôle de la société civile dans le cadre de ce processus. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui et à tout de suite pour les détails. Alors, Riyad Selmani, vous êtes chargé de la justice fiscale, mais surtout avec un angle pour le développement auprès de l'ONG dénommée Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre Solidaire. Cette ONG, depuis des décennies déjà, milite en faveur de mobiliser, mais aussi d'allouer davantage de ressources pour le développement. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, malgré un monde très développé, avec des technologies les plus sophistiquées, les besoins de développement
sont encore constants pour des milliards de personnes. Et justement, qui dit développement, dit mobilisation des ressources. Et qui dit mobilisation des ressources, dit qu'il y ait une plus grande justice fiscale. Alors, Riyad, tu as été à Nairobi où il y a eu ce deuxième épisode des rencontres dans le cadre de l'ONU en vue de la définition d'un cadre de coopération fiscale internationale. En soi, c'est un grand événement que ces discussions se passent sur les terres kenyanes. Déjà, comme ça, comment tu t'es senti de porter ces discussions que tu mènes très souvent, je dirais, sur le plan de la recherche, du plaidoyer, mais de les mener concrètement sur le terrain d'un pays qui est un de ceux ciblés par ton organisation et ton action, je veux dire le Kenya. Je pense que c'était un honneur et une grande responsabilité d'être au Kenya pour cette nouvelle session de négociation, pour cette convention fiscale des Nations Unies, parce qu'il faut rappeler, ce processus de convention fiscale, c'est un processus historique. C'est la première fois que tous les pays du monde sont appelés à discuter ensemble de fiscalité dans un monde où justement, ces questions de fiscalité, elles ont été accaparées par les pays du Nord via l'OCDE. Et en fait, ce qui est d'autant plus important, et ce qui rendait d'autant plus spécial le fait d'être au Kenya, c'est que ce sont les pays africains qui ont porté à bout de bras ce processus et qui ont permis la naissance de ce processus de convention fiscale. Et donc, le fait aussi de se retrouver en Afrique, de se retrouver au Kenya, c'est un signal fort qui a été envoyé pour dire aussi ce que nous voulons, c'est de la justice fiscale, et c'est un nouveau système qui est plus juste pour tous les pays du monde, et de montrer aussi que les décisions, ces genres de décisions économiques internationales, elles ne doivent plus être prises seulement dans les pays les plus puissants, dans les pays du Nord. Et donc le fait que cette négociation se passe en Afrique, dans un pays africain qui a milité pour la naissance de ce processus, pour moi c'est historique, c'est exceptionnel, et ça montre aussi que les choses changent et que maintenant les pays du Sud, et en particulier les pays africains, veulent retourner la table et disent « nous ne voulons plus de ce système fiscal international injuste ». Riyad Selmani, tu n'y étais pas en tant qu'observateur, tu as été très actif, on t'a vu bousculer dans les discussions, notamment avec le groupe de la société civile qui participait à ces négociations. Et justement, au rang de cette participation active, il y a eu un ensemble de propositions, ou plus exactement, il y a un ensemble de propositions que la société civile veut voir concrétisées dans le cadre de cette convention. Et toi, Riyad, tu as apporté ta contribution déjà à formuler les différentes propositions, mais aussi surtout en rendant tout ce débat anglophone à le rendre accessible à des francophones en faisant une traduction extrêmement fidèle. Et je profite donc avec toi pour commenter ces propositions. Dans le cadre de ces propositions, notamment coordonnées par l'Alliance mondiale pour la justice fiscale, le GATJ, l'article 4 de la Convention cadre des Nations Unies affirme que chaque juridiction où une activité économique se déroule a le droit d'imposer les revenus, où la fortune est générée sur son territoire. Et cet article 4 demande en quelque sorte qu'on accorde des droits effectifs d'imposition à des pays, notamment les pays du Sud global. Alors, comment cette approche en relation avec l'article 4 pourrait renforcer la souveraineté fiscale des pays en développement, prévenir les pertes dues aux flux financiers illicites à motivation fiscale et surtout promouvoir une évolution globale des impôts transfrontaliers avec une justice fiscale inclusive? Avant d'y répondre sur le fond, je voudrais juste redire effectivement que on a la chance dans ce processus, nous, organisations de société civile, de pouvoir participer pleinement, et c'est aussi ça qui rend ce processus historique, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans des cadres comme celui de l'OCDE, la société civile n'a pas eu le droit de participer. Or, on a besoin aussi de la participation de la société civile pour garder une ambition à la hausse et aboutir à une réforme systémique de la fiscalité internationale. Et donc, j'ai la chance d'avoir pu modestement contribuer à cette énergie collective, à cette action collective, notamment, comme vous l'avez dit, en traduisant en français toutes les
le travail que l'Alliance globale pour la justice fiscale fait, et notamment ses propositions désormais concrètes d'articles pour cette convention cadre qu'on veut voir adopter. L'article 4, c'est l'article peut-être qui est le cœur de cette convention fiscale. C'est la question de la répartition équitable des droits d'imposition. Parce qu'aujourd'hui, oui, c'est un fait, les droits d'imposition, c'est-à-dire la capacité qu'ont les pays à taxer l'activité économique qui a lieu sur leur territoire, est injuste et inéquitable. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, une multinationale, par exemple, elle a le droit de choisir là où elle est imposée. Elle peut choisir la juridiction avec la plus faible fiscalité pour être imposée. Or, aujourd'hui, il faut mettre fin à ce système, à cette illusion qui permet à ces multinationales de choisir tout simplement là où elles sont imposées et de les taxer là où elles créent de la valeur, là où elles utilisent des ressources. Et dans cette grande illusion, ceux qui perdent le plus, bien évidemment, et qui perdent le plus de souveraineté fiscale, ce sont les pays du Sud. Parce que combien de multinationales aujourd'hui sont présentes dans les pays du Sud, exploitent les ressources des pays du Sud, exploitent la main-d'œuvre des pays du Sud, créent de la valeur dans les pays du Sud. Et pourtant, ces multinationales, par le biais d'un système bien rodé et tout à fait archaïque, peuvent transférer leurs bénéfices dans des pays que tout le monde connaît sous le nom de paradis fiscaux, et qui donc, ces pays du Sud ne peuvent pas bénéficier des ressources fiscales d'une activité qui pourtant a lieu sur leur territoire. Et donc c'est de ça finalement dont on parle quand on parle de réattribution des droits d'imposition. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire donner la priorité au pays source, c'est-à-dire à celui qui accueille l'activité économique, d'avoir la priorité pour taxer cette activité, parce que cette activité a lieu sur son territoire. Et je pense que ça c'est une idée que tout un chacun peut comprendre. Là où il y a une activité, on a le droit de la taxer et mettre fin à ce système dans lequel, tout simplement, les multinationales peuvent choisir là où elles sont taxées. Et peut-être pour donner, juste pour rappeler un ordre de grandeur, c'est au minimum 500 milliards de dollars qui échappent chaque année aux caisses des États à cause de cette évasion fiscale qui est permise par le fait que ces multinationales peuvent déclarer leurs bénéfices ailleurs que là où elles créent de la valeur. Donc je pense que cet article 4, c'est le cœur de cette convention et c'est ce qui peut et ce qui doit permettre de redonner de la souveraineté fiscale aux pays en développement. Et d'ailleurs, ça va redonner de la souveraineté fiscale à tous les pays, mais en particulier aux pays en développement. Et ça va enfin permettre de prévenir justement ces flux financiers illicites, cette évasion fiscale qui est organisée depuis des décennies et des décennies par les multinationales, en particulier ces fuites de capitaux qui proviennent des pays du Sud vers les paradis fiscaux. La souveraineté fiscale en elle seule ne suffira pas. Il faudra encore calculer déjà l'impôt qui est revendiqué par les administrations fiscales lorsqu'elles seront attributaires de cette souveraineté fiscale. Et on sait aujourd'hui qu'on est dans un monde où les capitaux bougent, les hommes, eux, ne bougent pas. Et parfois, il faut les visas qu'on n'accorde pas toujours, surtout si on sait que vous venez revendiquer l'impôt. Alors, le calcul, justement, de cet impôt sur lequel les administrations fiscales des pays en développement auront des droits, nous espérons que la Convention ira jusqu'au bout avec cette proposition de l'article 4. Il faudra maintenant calculer l'impôt qui doit être collecté. Une autre proposition est celle de la répartition par la formule et surtout d'un taux minimum mondial qui soit suffisamment efficace pour éviter la course à des taux bas d'imposition ou tout simplement à des paradis fiscaux. Alors, de ton point de vue, Riyad, comment cette combinaison entre formule de calcul unique, de répartition selon la formule, mais aussi d'impôt minimum suffisamment dissuasif pour éviter d'aller dans des paradis fiscaux, peuvent contribuer à réduire ces inégalités entre États sur la capacité à mobiliser des ressources et aussi contrer les pratiques fiscales dommageables. Encore une fois, je pense que cette question, vraiment, c'est le cœur de la convention fiscale et ce pourquoi elle existe, c'est justement pour répondre à cette question d'avoir une fiscalité équitable des multinationales, mais aussi des individus les plus riches. Je vais me permettre de revenir un petit peu en arrière. En 2021, quand cet accord qui a été signé à l'OCDE nous a été présenté comme
donc un accord qu'on appelle le pilier 2, il nous a été présenté comme la fin de l'histoire de l'évasion fiscale. L'OCDE a dit c'est bon, nous avons trouvé la solution pour mettre fin à l'évasion fiscale et à l'érosion des assiettes fiscales des pays. Nous allons mettre fin à l'évasion fiscale. C'est donc cet accord qui est connu sous le nom d'impôt minimum à 15% sur les multinationales. 15 déjà, il faut savoir que 15 c'est extrêmement bas. Aujourd'hui, le taux moyen d'imposition des sociétés dans le monde, c'est 25. Donc déjà, il n'y a pas de raison, pas de rationalité économique qui justifie qu'une multinationale soit taxée moins qu'une petite entreprise ou qu'une moyenne entreprise. Donc déjà, 15%, c'était déjà beaucoup trop bas pour justement prévenir ce qu'on appelle cette course au moins-disant fiscal, cette concurrence déloyale que se mènent les pays pour baisser toujours plus leur taux d'imposition sur les sociétés, justement pour attirer leurs bénéfices sur leur territoire. Et justement, c'est d'ailleurs de cet échec-là que cette convention fiscale a pu naître, parce qu'aujourd'hui, nous nous disons, ce cadre de l'OCDE, à la fois a proposé un taux beaucoup trop bas pour mettre fin à la concurrence fiscale, première chose. Mais deuxième chose, quand bien même on mettrait fin à la concurrence fiscale entre les États, subsiste un autre problème, et qui revient à la première question que vous m'avez posée, c'est celle de, mais quels bénéfices allons-nous taxer? Puisque si on permet toujours aux entreprises de rapatrier leurs bénéfices ou de les transférer artificiellement vers d'autres pays, on peut mettre un taux bas, mais enfin, je veux dire, ce seront toujours les mêmes pays, ceux vers lesquels on transfère ces bénéfices, qui en bénéficieront. Donc c'est injuste, et donc ce cadre de l'OCDE, il n'a pas du tout traité la question essentielle, qui est celle de la manière dont on peut taxer ces bénéfices-là et les empêcher d'être transférés d'une région à l'autre du monde et taxer ces bénéfices là où ils sont finalement engrangés, là où l'activité est. Donc c'est la solution que nous on propose, mais qui n'est pas une idée, qui n'est pas ni une lubie de la société civile, parce que c'est une idée qui est assez ancienne. L'Union européenne en parlait des années 2010, le FMI en parlait dans les années 2020, c'est ce qu'on appelle la taxation unitaire, avec une répartition par formule. C'est une idée très simple, c'est l'idée qui consiste à dire que les multinationales sont des entités cohérentes, elles sont composées de beaucoup d'entités différentes qui ne sont pas indépendantes les unes des autres, puisqu'il y a une gestion centrale, un management centralisé dans une multinationale. Et donc, ces multinationales font un bénéfice global, et ce bénéfice global, il faut le répartir, une formule, dans tous les pays où ces multinationales ont une activité. C'est-à-dire que une multinationale qui opère dans 130 pays, eh ben, ces 130 pays doivent pouvoir toucher une partie de ces bénéfices. Et non pas ce qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des multinationales qui peuvent opérer dans 130 pays et qui payent des impôts dans un seul pays, dans un paradis fiscal, parce que c'est là où elles déclarent leurs bénéfices. Et finalement, c'est donc ça ce qu'on appelle la taxation unitaire avec une répartition par formule. Une répartition par formule, ça veut dire définir des facteurs, la main-d'œuvre, les ventes, les actifs. Il y a plein de facteurs possibles pour déterminer une grille finalement de répartition de cette activité et de ses bénéfices, et partager ces bénéfices, partager le gâteau entre tous les pays où ces multinationales ont une activité. Et pour moi, je pense réellement que cette question de la taxation unitaire, cette répartition par formule, c'est la clé pour vraiment mettre fin à cette évasion fiscale qui n'a que trop duré et qui aujourd'hui vide encore une fois les caisses des États de tant de milliards et de milliards et de milliards, de centaines de milliards de dollars chaque année. Et d'ailleurs, il y a de nombreux collègues de la société civile qui ont même pensé qu'on peut étendre cette répartition selon la formule sur l'impôt des personnes fortunées, parce que dans le même sens qu'il y a des multinationales qui génèrent de la richesse en Afrique, mais se font taxer dans des paradis fiscaux sous emprise parfois des pays développés, il y a des riches personnes fortunées qui touchent des millions de dollars de revenus en raison de la présence en Afrique ou dans d'autres pays du Sud global, des sociétés minières qui génèrent de l'activité, et ces personnes malheureusement ne sont pas toujours taxées. Et en effet, je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, une chose est d'avoir le droit de taxer, une chose est d'avoir la formule pour finalement taxer, mais une autre est d'être informé de la situation fiscale des personnes dans différentes juridictions. Alors, votre proposition, la proposition de la société civile, place un autre instrument qui a très longtemps été défendu par Tax Justice Network, l'échange automatique d'informations à but fiscal. Alors, Riyad, comment cet échange automatique pourrait améliorer la capacité des pays en développement à recouvrer des impôts perdus? Pour toi qui as travaillé sur le sujet.
Effectivement, on arrive maintenant à un autre cœur, peut-être même le fil rouge de cette convention et peut-être aussi la condition nécessaire de la justice fiscale, qui est celle de la transparence fiscale. Parce que non seulement on évolue aujourd'hui dans un monde dans lequel les règles qui existent, ou l'absence de règles d'ailleurs, provoquent cette injustice fiscale mondiale, mais en plus, la fiscalité internationale, et je pense que c'est un secret pour personne et que tout le monde est au courant des scandales fiscaux internationaux qui ont émergé ces 10 dernières années, c'est aujourd'hui, la fiscalité internationale, c'est un monde opaque, avec un manque de transparence. Et donc justement, effectivement, pour mettre en œuvre les règles dont on a parlé plus tôt, pour taxer équitablement les multinationales, pour répartir équitablement les droits d'imposition et pour taxer aussi les individus les plus riches qui font leur richesse partout dans le monde, effectivement, il faut des informations, il faut de la transparence fiscale, il faut qu'enfin on puisse savoir qui produit quoi, ou qui est propriétaire de quoi et où, et que ces informations puissent être exploitables par les administrations fiscales. Et justement, qu'est-ce que l'échange automatique d'informations? C'est la capacité des administrations fiscales de chaque pays à pouvoir dire, voilà, telle entreprise ou telle personne à tel niveau d'activité déclare telle activité sur mon territoire, et si c'est une entreprise étrangère d'un autre pays, et ben effectivement, l'administration fiscale de cet autre pays doit aussi le savoir, et en fait, tout simplement, c'est donner la capacité à toutes les administrations fiscales de pouvoir échanger ces informations indispensables, puisque effectivement, si on veut répartir les bénéfices globaux, par exemple, des multinationales entre tous les pays, il faut que toutes les administrations fiscales puissent communiquer entre elles ces informations. Aujourd'hui, encore une fois, et je vais me permettre de critiquer encore le cadre qui existe aujourd'hui à l'OCDE, puisqu'il existe un système d'échange d'informations qu'on appelle à tort, à mon sens, échange automatique d'informations, puisque ces informations ne sont finalement pas échangées automatiquement entre les pays, alors qu'elles le devraient. Beaucoup de pays sont exclus aujourd'hui, et notamment des pays du Sud, et notamment des pays africains, sont aujourd'hui exclus du système actuel d'échange d'informations à des fins fiscales. Beaucoup de pays ont seulement accès à des échanges sur demande parce qu'ils n'ont pas encore forcément les ressources nécessaires pour être dans la réciprocité de l'échange de ces informations, qui est une condition finalement pour que ce soit automatique. Et donc, cette question de l'échange automatique d'informations fiscales, elle est clé. Et aujourd'hui, c'est ce que pourrait permettre aussi cette convention fiscale, c'est notamment cet article 6, une des parties d'article 6 de la convention qu'on met en avant, c'est que quand on parle de coopération fiscale, effectivement, un cœur de la coopération fiscale, c'est coopérer pour échanger des informations. Mais échanger des informations, ça veut dire s'assurer que tous les pays, et je dis bien tous les pays, ont accès à cette information et que toutes les administrations fiscales puissent les échanger. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et malheureusement, on a entendu à Nairobi encore beaucoup trop de pays du Nord qui contestent l'idée comme quoi certains pays n'auraient pas accès à ces informations. Moi, je le dis en toute transparence et avec beaucoup de sérénité. Cet échange automatique d'informations aujourd'hui n'est pas un système qui est juste et qui ne permet pas à tous les pays d'avoir accès à l'information. Donc, cet échange automatique d'informations, il est indispensable. Il faut qu'il soit accessible à tous les pays et c'est ce que la Convention pourrait permettre. D'ailleurs, un expert de ces questions, André Noble, qui travaille chez Tax Justice Network, décrivait le système de l'OCDE comme du speed dating. Tu peux choisir avec qui tu échanges des informations, avec qui tu n'échanges pas. Et on a mis en place des cadres pour faire la revue de performance, des capacités à échanger des informations. Elles sont lourdes, onéreuses, disproportionnées. On a entendu beaucoup de nos collègues à Nairobi dire qu'il faut arrêter ça et je partage complètement ce point de vue. Un autre aspect aussi sur lequel certainement nous serons d'accord, Riyad, c'est que finalement, les gens qui évitent de payer l'impôt ont tellement de stratégies, par exemple les dissimuler sur de la propriété offshore, comme par exemple l'acquisition des tableaux, l'acquisition aujourd'hui des valeurs financières numériques, ou même entretenir pour les entreprises des ports francs ou des entrepôts dans des cadres illégaux. Et aussi, ces mêmes entreprises publient des bénéfices en fonction de la personne avec qui ils communiquent. Au Cameroun, on va dire qu'on n'a rien réalisé comme bénéfice, il n'y a eu que des pertes, et pourtant on réalise des profits à l'île de Jersey. Donc du coup, deux propositions majeures, un registre global des actifs et une proposition qui aujourd'hui est débattue, même en dehors du cadre de la convention fiscale
sous l'égide des Nations Unies, le reporting des comptes financiers d'entreprises pays par pays. Je voudrais juste, Riyad, que tu rappelles en quoi ces deux aspects sont importants pour davantage renforcer la souveraineté fiscale que nous avons défendue dès l'article 4. Merci pour cette question, et je pense qu'avec ces trois éléments, on a ce qu'on appelle l'ABC de la transparence fiscale, et un peu ce triptyque, ces trois éléments fondamentaux qui justement pourraient mettre fin à l'opacité fiscale et financière dont profitent aussi bien les multinationales que les personnes les plus riches pour échapper à l'impôt, pour dissimuler la richesse, pour transférer des bénéfices. Je vais prendre la question dans l'ordre. Je vais d'abord parler de ce registre des actifs dont on parle, avec à l'intérieur de ce registre, une partie de ce registre est quelque chose qu'on appelle le registre des bénéficiaires effectifs, et c'est essentiel. Qu'est-ce que c'est le registre des bénéficiaires effectifs? C'est tout simplement avoir un registre de la propriété effective d'actifs, que ce soit des actifs immobiliers, des actifs financiers, tout simplement savoir aujourd'hui qui détient quoi. Que ce soit, quand on parle d'individus, qui détient aujourd'hui les actions de quelle entreprise, qui est aujourd'hui propriétaire effectif de telle entreprise, de tel actif. Comment est-ce qu'on peut évaluer la véritable richesse à la fois des entreprises et aussi des individus. Et en fait, c'est essentiel, puisque nous, simples contribuables, l'État, pour pouvoir nous taxer, nous devons déclarer quelle est l'étendue de notre richesse. Quand on est propriétaire d'un appartement, par exemple, ou qu'on est propriétaire d'une action dans une entreprise, on doit le déclarer à notre administration fiscale. Et ben, c'est la même logique aujourd'hui qui devrait s'appliquer, et ce registre mondial des actifs, c'est ça en fait, c'est ce à quoi il pourrait permettre. Il pourrait permettre de connaître l'étendue de la propriété à la fois des actifs, et donc qui détient quoi dans le monde, parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir taxer de manière juste, justement, les personnes qui disposent de ces actifs, qui disposent de cette richesse. Et comme toute personne dans le monde, ils devraient payer un impôt proportionnel à la richesse qu'ils détiennent. Et je vais venir après à la question de reporting des rapports publics pays par pays. Donc c'est plus spécifiquement sur la question des multinationales, puisqu'effectivement, le registre des actifs s'applique aussi bien aux multinationales qu'aux particuliers fortunés, et c'est indispensable, et on a besoin de ce registre pour savoir que possèdent les individus fortunés pour pouvoir les taxer, c'est indispensable. Et les rapports publics pays par pays, c'est une idée, encore une fois, qui paraît d'une simplicité immense et d'une logique sans pareil. C'est tout simplement obliger les entreprises à déclarer avec exactitude quels sont leurs bénéfices et où est-ce qu'elles les ont générés. C'est-à-dire être capable de dire j'ai réalisé tel bénéfice au Ghana, j'ai réalisé tel bénéfice au Cameroun, j'ai réalisé tel bénéfice en France, et ce avant de transférer artificiellement ces bénéfices dans d'autres régions du monde. Ces rapports publics pays par pays aujourd'hui, ils existent pour une certaine à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Ce n'est pas du tout suffisant. Il faudrait que toutes les multinationales soient soumises à ces rapports publics pays par pays, et c'est très important que ces rapports soient publics, parce que ces informations doivent être connues aussi du public. Il n'y a pas de raison qui devrait empêcher de savoir quel bénéfice fait telle multinationale dans mon pays. Donc ces rapports doivent être publics. Et ces rapports publics pays par pays, c'est vraiment la base sur laquelle on pourrait justement mettre en œuvre ce système de taxation unitaire. Puisque si on sait quelles activités réelles sont menées par telle multinationale dans tel pays et quels bénéfices elle en tire, alors on est capable, sans problème, de pouvoir taxer cette activité et cette richesse créée dans tel pays sur cette base-là, sur la base de ces rapports publics pays par pays. Et je tiens à préciser d'ailleurs que pour les banques, par exemple, ces rapports publics pays par pays existent, et que donc à ceux qui disent que les rapports publics pays par pays ne sont pas applicables et que c'est beaucoup trop difficile à mettre en place, je dirais, ça existe dans le secteur bancaire par exemple, et aujourd'hui personne ne le conteste. Donc en fait, il n'y a pas de raison pour laquelle on ne devrait pas généraliser et systématiser ces rapports publics pays par pays, qui devraient s'appliquer, je le dis bien, à toutes les multinationales, et pas non seulement à une poignée de multinationales, celles qui ont les chiffres d'affaires les plus élevés. Je suis totalement d'accord avec toi, Riyad, surtout que j'ai lu un rapport en 2016 à l'époque
qui disait que des sociétés cotées sur la bourse de Londres possédaient comme actifs de ressources minières en Afrique l'équivalent de 1000 milliards de dollars sur lesquels ces sociétés s'adossaient pour lever des fonds sur les marchés financiers britanniques mondiaux. Et finalement, les entreprises, elles aussi, déclarent souvent des bénéfices très bas en Afrique, notamment on l'a vu en RDC, où des entreprises déclarent des bénéfices bas sur la base des charges élevées. Mais les charges élevées, c'est quoi? C'est qu'elles ont payé des intérêts à des filiales du même groupe à des taux exorbitants. Je n'ai jamais compris pourquoi la filiale du groupe X prêterait à la filiale B avec un taux de 10%, alors que normalement, c'est le même groupe qui devrait pouvoir se faire confiance et ne pas avoir de problème de prime de risque. Mais bon, c'est absolument pertinent. Mais maintenant, on a tout ça, on a ces propositions, Riyad. Il y a ce gros travail qui a été fait. Les discussions vont se poursuivre, notamment en février, à New York. J'ai quand même pu remarquer que les intérêts des différentes organisations de la société civile ne sont pas alignés de la même manière. On est tous d'accord sur les propositions, mais maintenant, comment est-ce qu'on y arrive? Il y a comme plusieurs alternatives. Alors, de ton point de vue, comment la société civile devrait s'y prendre? Et là, maintenant, je ne demande pas le point de vue de CCFD Terre Solidaire, mais je demande l'avis de l'expert que tu es, l'expert du plaidoyer. Comment on doit s'y prendre, notamment nous tous qui sommes d'accord avec tout ce qu'on vient de se dire, pour faire passer ce message, déjà dans le cadre des négociations, mais aussi au niveau des administrations fiscales, où parfois il y a de vrais défis de compréhension ou des refus d'entrer dans des mécanismes de changement qui remettraient en cause parfois des années de mise en œuvre de procédures inutiles comme celle de l'OCDE. C'est une très belle question et je pense que là on arrive à la partie action et c'est indispensable parce qu'aujourd'hui on a la chance d'avoir ce processus historique et donc on doit en faire une réussite et donc on doit passer à l'action. Je vois deux choses, effectivement, il y a le rôle que la société civile joue en coalition pendant les sessions de négociation, c'est essentiel. De pouvoir aller voir les délégations, de les convaincre de nos propositions, de les porter pendant les négociations, c'est essentiel. Mais je dirais ça, c'est la partie finalement, la partie émergée de l'iceberg. C'est la petite partie de notre travail. Je pense que le gros du travail que doit faire la société civile, qui a abattu un travail exceptionnel et qui a permis aussi la naissance de ce processus, c'est déjà premièrement d'embarquer les citoyens. Pourquoi? Parce que tous les citoyens payent des impôts. Tous les citoyens aujourd'hui sont des contribuables. Et aujourd'hui, on voit que l'impôt, c'est quand même la base du contrat social. C'est aussi ce qui crée la légitimité d'un État. C'est tellement central dans nos vies qu'on a aussi besoin d'embarquer la population avec nous, de mobiliser les gens pour la justice fiscale. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi notre devoir, c'est aussi de rendre accessible ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que nos discussions, elles peuvent paraître lointaines, elles peuvent paraître techniques et souvent la fiscalité, elle jouit ou elle fait les frais plutôt d'un procès en technicité qui justement fait aussi le compte des administrations fiscales qui disent « Ah mais vous savez, ces questions sont techniques, ces questions ne sont pas accessibles, c'est trop compliqué, vous n'y comprenez rien ». Et ben moi je trouve que c'est faux parce que la fiscalité et la justice fiscale, c'est très simple à comprendre. C'est politique avant d'être technique. Pouvoir taxer équitablement les multinationales, pouvoir taxer les riches de manière progressive et de manière équitable pour que la charge fiscale ne pèse pas sur ceux qui ont le moins et la charge fiscale ne pèse pas sur les plus simples citoyens. Je suis désolé, ce n'est pas difficile à comprendre et ce n'est pas technique, c'est avant tout politique. Donc le rôle de la société civile, c'est aussi de politiser ce débat et de faire en sorte que ce débat ne soit pas accaparé par les administrations fiscales qui justement sont tentées de dire c'est un débat technique et difficile, les simples citoyens ne peuvent rien y comprendre. Non, notre rôle en tant que société civile, c'est de rendre politique le processus. Ça veut dire faire des campagnes pour embarquer les citoyens, ça veut dire faire du plaidoyer auprès d'autorités politiques, impliquer par exemple aussi les parlements, puisqu'à la fin les parlements sont ceux qui votent les budgets des États. Les parlementaires doivent savoir ce qui se passe dans ce processus. Et aujourd'hui on a constaté que dans ce processus, il y avait une surreprésentation de l'administration fiscale et que finalement il y avait peu de regard des parlementaires sur ce processus de convention fiscale. Moi personnellement, c'est un travail que j'essaye de faire, c'est-à-dire d'aller voir les parlementaires par exemple et de leur dire mais regardez, dans ce processus de convention fiscale se joue aussi l'avenir fiscal de notre pays, de nos pays, vous devez vous y intéresser. Et plus on va intéresser
des citoyens, des économistes, des parlementaires à ce processus, plus on a de chances d'en faire une réussite. Et donc notre rôle, et je le dirais vraiment, c'est de rendre ce processus politique. Je finirai par un exemple simple, c'est celui du changement climatique. Aujourd'hui, une partie de cette convention fiscale pourrait être la solution au financement de la lutte contre le changement climatique. On le sait aujourd'hui, ce qui manque pour la lutte contre le changement climatique, ce sont des milliards d'euros. Des milliards d'euros et des milliards de dollars qui existent, qui sont allés chercher dans les caisses des multinationales, qui sont allés chercher dans les caisses des plus riches qui aujourd'hui évitent l'impôt. Cette idée, elle est facile à comprendre. Et notre rôle, c'est aussi d'essayer d'impliquer justement, bien au-delà de la question fiscale, à la fois des organisations qui travaillent sur les questions de changement climatique et d'aussi aller chercher d'autres ministères, d'aller voir le ministère de la Transition écologique par exemple et de leur dire « mais regardez, votre ministère des Finances vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous, nous vous disons que si on veut lutter contre le changement climatique, il y a de l'argent. Cet argent est allé chercher dans les caisses des multinationales, dans les poches des ultra-riches qui évitent l'impôt. Et encore une fois, ce n'est même pas punitif, c'est juste faire payer une juste part à ceux qui profitent trop d'un système. Je pense que ça... je pense que des ministères de la transition écologique qui veulent justement mettre en œuvre des actions pour lutter contre le changement climatique seraient très intéressés de savoir que l'argent existe et qu'on peut aller le chercher et que cette convention peut vraiment permettre d'aller chercher cet argent. C'est pour donner un exemple concret aussi des ponts que nous, en tant que société civile, on doit faire, de dire la justice fiscale, c'est une clé pour la justice climatique, pour la justice sociale, pour la justice économique. En fait, c'est la clé de beaucoup de choses. Et donc, je finirai par là. Notre rôle en tant que société civile, certes, c'est d'être présent pendant les sessions de négociation et d'en faire une réussite, c'est une chose, mais notre rôle, c'est d'aller embarquer les citoyens dans cette aventure de justice fiscale, de faire en sorte qu'ils se mobilisent pour la justice fiscale et d'aller faire de plaidoyer auprès des autorités les plus larges et pas seulement auprès des ministères des Finances pour dire « Regardez, l'argent existe pour financer les services publics, pour mettre fin à l'austérité, pour financer l'école, l'hôpital, pour financer le développement, pour financer la lutte contre le changement climatique. Et c'est pas une affaire technique, c'est une affaire politique. Et je dirais même, c'est une affaire de volonté politique. Entretien long mais riche. C'était Riyad Selmani qui nous rappelait avec force que la justice fiscale est la clé de voûte de toutes les autres justices, que ce soit la justice sociale et surtout la justice climatique. Comme il a souligné, l'argent pour financer la transition écologique et les services publics existent et des rapports de Tax Justice Network l'ont aussi rappelé avec force. Il est simplement à aller chercher dans les coffres des ultra-riches et des multinationales qui profitent des failles d'un système fiscal archaïque et qui n'accorde pas tous les droits d'imposition aux pays du Sud global, notamment aux pays africains. Cet entretien riche en enseignement est à retrouver sur notre podcast évidemment, mais aussi n'hésitez pas à le partager pour que le sujet de l'impôt redevienne ce qu'il est, la base du contrat social et de la légitimité de nos États. Note importante à nos auditeurs, la production de notre podcast va connaître quelques évolutions cette année, notamment dans les semaines à venir. Nous vous donnerons plus de détails très prochainement, mais notre priorité sera désormais de documenter et de soutenir activement le processus de négociation du cadre de coopération fiscale internationale sous le prisme des Nations Unies. Nous voulons faire de ce podcast un espace désormais de décryptage permanent de ce cycle historique, car c'est en politisant ces enjeux et en impliquant les citoyens d'Afrique et les parlements d'Afrique que nous ferons de cette convention une réalité. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. Vous pouvez continuer de nous écouter sur l'ensemble des pages de podcasts qui sont librement accessibles. Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, Google Podcasts et toutes les autres applications que vous pouvez consulter. Vous pouvez aussi interagir avec nous, notre page Twitter,
hashtag impôt avec S-8 social, Facebook, la page impôt et justice sociale, YouTube, www.impôt et justice sociale, ou simplement me faire un email à l'adresse idris@taxjustice.net. Au revoir et à la prochaine. Et pour tous ceux qui nous écoutent, encore tous les vœux les meilleurs. Nous vous souhaitons une année 2026 prospère. Mais surtout, nous souhaitons une année 2026 où la justice fiscale, la justice sociale, la justice climatique gagneront le terrain sur l'état actuel qui prive des millions de personnes du droit simplement de vivre dignement. Une fois de plus, au revoir et à très bientôt.